oui, il va falloir tester Al-Dakhil à un moment parce que face, c'est pas au niveau. Peut-être qu'on doit dire pardon à un certain coach chauve qui avait peut-être compris avant nous. Ah, peut-être. C'est peut-être pour ça que lui a des diplômes et que nous non. Bienvenue dans le Noyau Dur, votre émission 100% belge, 100% football, 100% radical et surtout 100% digital. C'est un véritable plaisir que d'être avec vous. On va vous présenter bien sûr tous les invités, toutes les personnes, vous en connaissez déjà quelques-unes qui vont peupler et discuter avec nous de football. Mais juste avant, regardez, oui, c'est moi la présentation, je suis désolé, mais Malik n'est pas là, hein. Malik est en vacances et on va tout de suite en parler avec notre ami Patrick. Comment ça va mon Patrick ? Salut Sacha, ça va, très content d'être là pour cette deuxième émission, mais bon Malik, on voit, hein, une émission il part déjà en vacances. Il nous manque, hein. Ouais. Il nous manque très fort Malik. Pas tant que ça, non, hashtag revient sans la calvitie. Allez, Clément, comment ça va mon Clément ? Ça va super. Premier épisode, bien, les retours, feedback ? Évidemment, trop bien. Beaucoup de gens que je ne soupçonnais pas m'ont envoyé des messages par rapport à cet épisode, donc très content et hâte de la deuxième. T'as testé les vannes ou pas ? On n'a pas encore testé les vannes du côté de Clément. Je suis dans le freestyle, moi. Ouais, freestyle. Ouais. Ok, bah bientôt tu feras un freestyle. Quand j'écris des vannes, on le prend au mot, vous avez vu, on le prend au mot. Mais quand ce sera un freestyle de Clément bientôt. Quand j'écris des vannes à la télé, après je floppe. Comme au 71 par exemple. Mais on ne reviendra pas là-dessus, on va pas revenir sur ça. Justement, on va essayer de retrouver l'image, mais pas pour cette émission, pour les prochaines. Mais avant tout cela, on va parler bien sûr des Diables Rouges. Vous êtes ici pour entendre parler aussi du championnat de Belgique et de deux de vos équipes préférées. Mais il faut évidemment introduire notre chroniqueur. Notre chroniqueur aujourd'hui, c'est un certain Jordan. Jordan Merlier, c'est son nom de famille. Jordan RSCL7, c'est sur Twitter. Il est quasiment considéré comme le capot des capis sur le réseau social préféré, appelé désormais X. Bien évidemment, mon Jordan, comment ça va ? Quelle présentation, merci, ça va et toi ? C'est un plaisir d'être avec toi, en tout cas dans cette émission. Bon, t'as compris un peu, aujourd'hui le menu, il est absolument copieux. Je suis désolé, on va pas parler du Standard aujourd'hui. C'est pas grave. Désolé aux fans du Standard qui comptaient avoir un Standard Le Talk bis. Il faudra le retour de Malik pour que ça puisse se faire. Mais tout de suite, bien sûr, on vous invite d'abord à liker et à commenter cette émission. C'est très très important, bien sûr, le référencement. Merci d'ores et déjà pour la première. Vous avez été exceptionnels, les gars. Ils ont été fantastiques dans cette première. On va continuer, bien sûr, à vous fournir un maximum de bonnes infos et surtout des good vibes parce que c'est vraiment ça l'idée du Noyau Dur. Allez, on démarre tout de suite avec tout simplement un premier débriefing très rapide parce qu'on en a parlé en long et en large des deux performances de nos Diables Rouges, le déplacement en Azerbaïdjan et aussi bien sûr face à l'Estonie. Assez rapidement, Jordan, as-tu été convaincu par les Diables Rouges ? Sur l'ensemble des deux matchs, je dirais que oui, parce que on revient quand même d'une fin de mercato, début de saison, donc il faut retrouver ses marques. Effectivement, on a vu un match catastrophique contre l'Azerbaïdjan, un match un peu plus simple contre l'Estonie. Bon, je pense que le terrain aussi a aidé par rapport à l'Azerbaïdjan, avec des choix un peu plus discutables contre l'Azerbaïdjan que contre l'Estonie. Donc, je pense qu'il y a eu des tests qui ont été faits. L'important, c'était les 3 points. Donc, les 6 points, ils ont été pris. Donc, c'est le principal. Tu parles des choix. Ça va être intéressant, bien sûr, de débriefer, de décortiquer tout ça petit à petit. Mais Clément, en un mot, ce que tu as ressenti d'abord après le match face à l'Azerbaïdjan ? Je vais dire un peu plus qu'un mot, mais je pense que comme la plupart des supporters, on a tous un peu eu peur après le match contre l'Azerbaïdjan. Même si le terrain n'a pas aidé, on n'a pas vu grand-chose de très rassurant. Et puis le match contre l'Estonie, bon terrain, on peut jouer au sol, on peut faire notre football en fait. 5-0, je pense que c'est surtout le terrain qui a joué. Et voilà. Ça fait déjà 2 fois que j'entends le mot terrain, Patrick. On dirait bien, moi, si... Je peux dire aussi un mot pour les deux matchs ? Tu peux dire terrain aussi, c'est pas mal. Non, je vais dire chanceux. Je vais dire chanceux, pourquoi ? Parce que samedi, match de l'Azerbaïdjan. Ouais. Malheureusement, je travaillais et je n'ai pas pu voir ce match. Ouais. Quel dommage. Pas de chance. Franchement, pas de chance. Va le revoir. Contre l'Estonie, j'étais au stade. Donc moi, le mot, c'est chanceux. J'ai vu le bon match. L'autre, je ne le verrai jamais. Je sais même pas la couleur du maillot, la compo. Je suis pas avec vous. Contre l'Azerbaïdjan, on va y venir sur les analyses individuelles, bien sûr, parce que il y a beaucoup de joueurs qui en ont gagné, d'autres qui en ont perdu des points.
Le feeling face à l'Azerbaïdjan, globalement, est-ce que vous avez le sentiment, parce que c'était assez partagé sur Twitter, que c'est perdu, c'est des 90 minutes qui sont complètement perdues, enfin 90 minutes du coup, qui sont perdues, ou alors on a quand même appris quelque chose après ce match? Qu'est-ce que t'en penses? On va passer par Jordan d'abord. Moi, je pense qu'on a compris que Tielemans ne veut plus commencer un match de football avec l'équipe belge. C'est pas compliqué. Quand on a vu la différence par rapport au milieu, que ce soit Azerbaïdjan et Estonie, on a bien remarqué qu'il était 2-3 classes en dessous des autres pour le moment, qu'il est plus du tout à son niveau, avec son insouciance de plus jeune à Anderlecht, etc. Tout est calculé, tout est fait dans la peur, tout est depuis un moment. Donc je pense plus qu'il a vraiment sa place quand on voit ce qu'il y a derrière. Ouais, quand tu parles de peur, c'est intéressant. On y reviendra à Yuri, mais de quelle école fais-tu partie, toi, mon cher Clément? On oublie complètement ce match, on passe à autre chose, ou il y a quand même une ou deux observations qui peuvent être intéressantes à utiliser pour les prochaines rencontres? Je pense que ce qu'il faut surtout retenir de ce match, c'est qu'on a réussi à aller chercher les 3 points loin de chez nous, contre une équipe qui était très bien en place et sur un terrain calamiteux, même si au niveau football, c'était catastrophique, parce que, je répète encore une fois, le terrain n'a pas aidé. C'est le genre de match qui font grandir une équipe, pas tant footballistiquement, mais dans la tête. Dans la tête. C'est surtout ça qu'il faut retenir. Ok. Patrick, sur l'aspect technique, vraiment, on parlait tout à l'heure de Tielemans, qu'est-ce que tu retiens de ces Diables Rouges là où il y a peut-être un problème collectif? On va aller, comme je le répète, sur les analyses individuelles, mais vraiment sur l'aspect collectif, c'est où qu'il faut encore s'améliorer chez les Diables? Pour moi, c'est juste en vrai une question de temps. Le problème, on ne se rend pas compte, c'est que Tedesco, il arrive en avril. Il a combien de matchs maintenant? Il a 6 matchs. Donc tirer des conclusions pour ces 6 matchs, c'est compliqué, parce qu'à chaque fois, il y a eu des absences, il y a eu des joueurs qui n'étaient peut-être pas en forme. Donc, dire que techniquement, il y a quelques soucis, quand tu as été joué en Azerbaïdjan sur un terrain comme ça, c'est quelque chose que, normalement, dans le futur, tu ne vas pas revivre à l'Euro. Tu ne vas pas jouer contre une équipe qui joue comme l'Azerbaïdjan, qui joue sur un terrain comme l'Azerbaïdjan. Donc, pour moi, c'est à oublier. Ça n'existe pas, ce match. Faisons comme s'il n'existe pas. Allez, ça n'existe pas. On passe donc forcément à la deuxième séquence. Ils ont gagné, ils ont perdu des points. Ils ont gagné, ils ont perdu des points, bien sûr, parce qu'on en parlait avec Yuri Tielemans, mon cher Jordan. Il y a quand même des fausses notes durant ce break international qu'il convient de souligner. Et donc, on démarre, bien sûr, avec Yuri Tielemans, parce que tu fais la transition et parce que c'est tout simplement mon avis. Yuri Tielemans a complètement prouvé qu'il ne devait plus faire partie de cette sélection. Aujourd'hui, Yuri Tielemans est remplaçant du côté d'Aston Villa. Et surtout, il prouve bien au-delà de ces problèmes, je dirais, techniques, il prouve véritablement qu'il n'a plus le niveau au niveau mental pour faire partie de cette équipe et qu'il n'est plus du tout en adéquation, j'irais même plus loin en termes d'énergie, avec ses coéquipiers dans le milieu de terrain. C'est aussi quelque chose que, par exemple, toi, Clément, tu ressens? Moi, ça me fait très peur pour lui. Parce que jusqu'à l'Euro, ça allait, l'Euro 2020. Et depuis le match contre l'Italie, je pense que c'est le match contre l'Italie qu'il a fait depuis ce jour-là. On n'a plus revu Tielemans. C'est son frère, c'est son jumeau maléfique qui est sur le terrain, mais c'est pas Yuri Tielemans. Je veux dire, je sais plus qui disait tout à l'heure, tout est calculé, il fait tout avec la boule au ventre en fait. Il est complètement cassé et pourtant il a que 26 ou 27 ans, je sais plus trop. Il est encore jeune entre guillemets. Il a encore au moins 5-6 ans de carrière devant lui. J'ai peur pour lui si sa carrière ne redécolle pas. Franchement, j'ai très peur pour lui. Patrick, comment on fait quand on est un entraîneur et qu'on veut rebooster son joueur? Est-ce que on le prend en individuel, on essaye tout simplement de faire en sorte que ce déclic mental arrive, ou alors on n'a pas le temps? L'Euro, c'est dans quelques mois et on passe à autre chose et on prend un autre joueur. Je pense qu'en sélection, c'est trop compliqué. En plus, c'est pas comme s'il y avait une relation, on va dire, entre Tedesco et Tielemans, où Tedesco est coach depuis 4-5 ans. Il a déjà eu un Tielemans performant et il peut dire, peut-être un peu en France, que Deschamps avait fait avec Griezmann, faire ça, on se parle entre quatre yeux, moi je te fais confiance, je vais continuer à te mettre et tu vas revenir. Mais là, je pense que Tedesco, il n'a pas le temps, il le connaît pas. En fait, il n'y a que Emery qui peut sauver Tielemans actuellement pour l'Euro. Si Aston Villa, il arrive à se remettre, ok, mais là... C'est mal parti. Compliqué, ouais. C'est très très mal parti. C'est très très mal parti. Et du coup, qui est-ce qu'on voit comme surprise pour lui chipper la place chez les Diables, Jordan? En ce moment, vu que Lavia est blessé, je dirais Aurel Mangala.
même si c'était un peu la surprise lors des derniers rassemblements, enfin surtout le premier, quand Tedesco était là. Je pense que justement, c'est lui qui a pris sa chance. Et quand vous avez parlé de personnalité à la dernière émission, lui en a. Ce que Tielemans n'a peut-être pas pour le moment. Très intéressant. C'est très intéressant parce qu'il a véritablement prouvé qu'il a apporté un plus dans un registre qui n'était pas celui de Youri. Youri est un joueur de passe, longue passe, et surtout, je dirais, qui arrive à trouver quand même des intervalles, qui était un vrai joueur de ballon. Ici, on voit vraiment l'impact que peut amener Aurel, surtout dans son travail de percussion pour aller chercher justement les intervalles. C'est un joueur extrêmement généreux. Est-ce que c'est pas de ça dont on a besoin à côté d'Amadou Onana, Clément ? Clairement, c'est pas le même profil, Mangala et Tielemans. Et Mangala a clairement, en tout cas de ce qu'on a vu pour l'instant, beaucoup plus le profil et même le niveau technique et le niveau mental du système de Tedesco dans ce milieu à deux. À l'Euro, si ça continue sur cette lancée-là, c'est Mangala et Onana et il n'y a personne d'autre qui va pouvoir les bouger. Patrick, le côté... pour les titulaires, on a compris qu'Aurel avait gagné sa place dans le 11 de base. Mais maintenant, on le sort de l'équipe Youri Tielemans selon notre perspective. On met qui alors à sa place dans le groupe ? J'ai encore une interrogation entre guillemets Mangala. Sportivement, il m'a convaincu. Moi, j'étais vraiment étonné de sa première sélection, mais j'ai une petite peur. On n'en a pas parlé lors de la dernière émission parce que lui n'a pas subi de transfert. Mais il y a un joueur qui arrive à Nottingham, c'est Sangaré, qui joue plus ou moins au même poste, on va dire. Et ça, c'est ma bonne observation, en effet. C'est ma crainte, c'est que Nottingham, il s'est imposé. L'année passée, il n'a pas commencé directement, mais il s'est imposé très vite. Et là, cette saison, il joue ce soir, on va un peu mieux voir, parce que Sangaré, c'est un joueur de très 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 haut niveau. Et je ne sais pas s'il va pouvoir s'imposer là. Donc, si sportivement à Nottingham ça se passe, pour moi, il n'y a pas photo. Il sera là, titulaire à l'Euro. Et pour ta question par rapport à Tielemans, moi, je pense que s'il continue comme ça, au vu de son jeu, l'Euro, il y a des chances qu'il ne soit pas là, en fait. Alors, par rapport à ce soir, on tourne au moment du match entre Nottingham Forest et Burnley. C'est pour ça qu'il a parlé de ce soir. On verra bien sûr ce qui se passera dans cette rencontre où beaucoup de Belges sont impliqués, notamment Mike Trésor, Amin Al-Dakil. Amin Al-Dakil, on y vient. Moi, je vais en parler. On démarre avec ils ont gagné des points, mon cher Clément. Évidemment. Qui a gagné des points, Sacha ? Je sais pas, franchement j'ai aucune idée, à toi de me le dire. Je pense que celui qui en a le plus gagné, en tout cas un de ceux qui en a le plus gagné, c'est clairement Théâtre. Théâtre qui fait pourtant un début de saison, voilà, on va dire un peu en dents de scie à Rennes. Et pourtant en équipe nationale, rien à redire. Son match contre l'Azerbaïdjan, je le revois encore, son saut qu'il fait pour aller sauver, pour aller intercepter une frappe après la perte de balle de face. Là, je sais pas si ça va être un leader comme Onana va peut-être le devenir, mais moi je vois plus Théâtre dans le futur comme peut-être un Mertens, tu vois, un joueur qui va être tellement combatif et qui va tellement tout donner à chaque fois qu'en fait il va devenir peut-être un des chouchous du coach. Et j'espère qu'il deviendra chouchou dans l'axe pour qu'on puisse commencer à mettre Maxime de Kuiper, mais... Ouais, c'est ça, et tout doucement éloigner Jan Vertonghen, parce que quand on voit certains matchs en Jupiler Pro League, je sais pas vous, mais moi j'ai très peur. C'est quand même assez compliqué. Même les matchs de sélection pour l'instant, la défense ne rassure pas du tout. C'est clairement l'endroit du terrain où on se chie dedans, je vais dire. Je vais être cash. Ouais, mais moi en plus, Théâtre... on va croire que j'aime trop la France parce que je fais que des comparaisons. Il fait penser un peu à un Lucas Hernandez en France, dans le sens où c'est un central de base qui joue en sélection latérale gauche et qui amène cette énergie, il se met toujours à fond, toujours à 100%. Et c'est le genre de joueur qui nous manquait, je pense. Et faut se dire que c'est pas son poste. Et j'aime bien la comparaison avec Hernandez parce qu'en plus du sportif, il y a aussi dans le mental, c'est-à-dire que c'est une petite niche qui va toujours trouver le moyen d'aller gagner un petit peu de temps, d'aller gagner en fin de match quand tu gagnes 2-1. Oh mince, je suis tombé, j'ai mal, au secours. Ouais, c'est ça. C'est dans cette petite mentalité-là, j'aime bien cette comparaison-là. La vision du supporter du Standard sur Arthur Théâtre, qui l'a jamais vraiment, en fait, vous n'avez jamais vraiment profité en fait d'Arthur. Il n'a jamais vraiment pu exploser, montrer ce dont il était capable sous les couleurs du RSL. C'est quand même, ça laisse quand même un petit regret de le voir aussi vite et surtout avoir explosé comme ça aux yeux de tout le monde. Mais le problème, c'est que c'est pas le seul joueur. Ça arrivait avec Openda, etc. Donc oui, effectivement, je pense que ça arrive dans tous les clubs, mais au Standard un peu plus, surtout dans les dernières années avec Bruno Venanzi ou Rollo du Châtelet. Après, encore une fois, je pense qu'il a cette mentalité liégeoise qui fait que peut-être un peu de vis, un peu de gagner du temps, et c'est ce qui nous a manqué les dernières années.
d'être une équipe un peu trop gentille. Un peu une équipe trop gentille. Ouais. Et le fait peut-être d'avoir ça peut, comme on dit, nous aider même pour le futur de gagner quelques minutes, etc. dans certains matchs où on va être attendu et il y aura besoin de ça. Donc c'est important. Je disais Soumagne, il vient de Mélin. Attention, parce qu'on va me reprendre dans les commentaires. Il vient de Mélin, bien sûr. N'hésitez pas, si vous venez de Mélin, vous pouvez toujours me reprendre dans les commentaires. Ce sera toujours un plaisir. Alors, on a gagné aussi des points du côté des Diables Rouges, mais c'est qui vraiment ton choix cette semaine, mon cher Patrick ? Est-ce qu'il a encore besoin de gagner des points, honnêtement ? C'est évidemment le grand Amadou Onana. Mais c'est sûr que quand tu joues à côté de Yuri Tillemans, c'est facile de gagner des points, j'ai envie de dire. Mais non, à Onana, il monte tout, personnalité, même dans un match compliqué. C'est l'Azerbaïdjan, j'ai pas vu, mais ce qu'on m'a dit, c'est le seul, avec peut-être Théâtre qui ressortait. En fait, on se rend pas compte, c'est qu'il a quoi, 5 titularisations avec les Diables. Il joue contre le Maroc. Ici, il en a 2. Il en a 2 pour les 2 premiers matchs. Mais c'est déjà le patron, donc moi je vois pas de limite. T'as l'impression qu'il est déjà là depuis 5 ans alors qu'il a même pas 10 matchs, quoi. Et il a repris le capitana pendant le match face à l'Estonie avec une aisance absolument incroyable, comme si ça ne se posait pas comme question et qu'effectivement il était là depuis 5 ans, comme tu le dis. On va passer le nom en revue alors que la drache se fait de manière incroyable. Alors je sais pas si ça s'entend ou pas, mais sachez en tout cas qu'il y a une drache absolument incroyable, et oui, on dit drache en Belgique, qui est en train de s'abattre, mais pas sur nous, bien heureusement. On est toujours ici, on est toujours en direct, et ça fait bien évidemment toujours plaisir de vous avoir avec nous. Jordan, t'es parti pour les noms qu'on passe en revue, gagnant, perdant ? C'est parti. Wout-Faes. Perdant. Petit mot sur Wout-Faes rapidement. Catastrophique. Allô Aminal Dakil, on fait ce constat-là ? Oui, clairement. Face, il avait fait un bon match contre c'était la Suède, je crois, le premier match de Tedesco. On s'était dit pourquoi pas finalement. Depuis rien. Oui, il va falloir tester Al Dakil à un moment parce que face c'est pas au niveau. Peut-être qu'on doit dire pardon à un certain coach chauve qui avait peut-être compris avant nous. Peut-être. C'est peut-être pour ça que lui a des diplômes et que nous non. Effectivement. Non, mais sur Wout-Faes, c'est assez compliqué parce qu'on voit qu'à chaque fois, et j'en parlais avec Guillaume Gauthier, à qui je fais un bisou, qui travaille pour le journal Le Vif, on a cette gestion complète tout le temps de l'urgence, comme si il fallait déménager. Les pompiers arrivent, attention messieurs dames, des tacles partout. On regarde, il n'y a aucune gestion calme en fait des dossiers. Et franchement, face à l'Estonie, et même un petit peu face à l'Azerbaïdjan, c'est lui qui nous met en difficulté, quoi. Donc, est-ce qu'on peut vraiment aller à l'Euro avec Wout-Faes, Jordan ? Non. Mais le problème, c'est que si t'as pas le choix, mais c'est ce qu'on reprochait déjà à Martinez, c'est de pas d'anticiper la chose. Si on le met à chaque match, effectivement, il faudra y aller avec lui. Mais si on tente pas de nouvelles choses dans les prochains matchs contre la Suède et... C'est Suède-Autriche. C'est pour ça que moi je suis un peu déçu qu'il ait pas plus testé de nouvelles choses sur ce rassemblement-ci, pardon. Ouais. Parce que contre la Suède et contre l'Autriche... Il va partir avec la même équipe. Et en fait, c'est ça le problème. Parce qu'en novembre, il y a un match amical contre la Serbie. Je pense qu'il sera là où il va tester, mais là, Suède-Autriche, c'est... Il faut. Voilà, c'est compliqué. Ça va être compliqué, et... Voilà, moi je pose tous les espoirs que j'ai en Aminal Dakil parce que j'ai vu les matchs qu'il a fait en Première Ligue et j'estime quand même qu'il a un niveau en termes ne serait-ce que même de... On parlait tout à l'heure de la gestion du calme chez Wout-Faes, mais lui c'est l'exact opposé en fait. On n'a pas l'impression que il subit la pression, elle glisse sur lui et c'est un défenseur central sur lequel il faudra compter au moins les prochaines évolutions professionnelles, internationales. Ouais. Après la seule chance en fait, c'est je pense on joue l'Autriche d'abord. C'est possible, je sais plus. Je pense qu'on joue l'Autriche et en gros on peut se qualifier dès le prochain match. Donc si on se qualifie, peut-être que contre la Suède à domicile, tu peux déjà tenter. Surtout que la Suède, faut le dire, c'est dramatique. Hein. C'est pas au niveau. C'est nul. Ah oui, à ce point-là quoi. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas grand-chose à retirer de la victoire. Face à la Suède. C'était un premier match. On va dire que ça enlève un peu la grosse prestation de face, mais bizarre.
Ouais, c'est ça exactement. Affaire à suivre. Alors, affaire à suivre. Et vous aussi, vous pouvez nous le dire dans les commentaires. Qu'avez-vous pensé de la prestation de Wout Faes ? Wout Faes peut-il représenter la Belgique en tant que titulaire à l'Euro 2024 en Allemagne ? Ça, c'est vraiment une question qui nous intéresse à tous ici sur le plateau. N'hésitez pas à réagir et nous le dire dans les commentaires. On va passer tout simplement au troisième sujet. Et le troisième sujet, c'est le meilleur milieu de terrain du monde. C'est KDB. L'interrogation Kevin De Bruyne. Et oui, parce que honnêtement, autant sur le plan individuel, on peut parler de KDB, autant sur le côté collectif, Kevin De Bruyne pose même actuellement un problème au Diable Rouge. Alors, la question, elle est toute simple. Est-ce qu'on a vraiment aujourd'hui un remplaçant à Kevin De Bruyne collectivement ? Même si ce n'est pas individuellement, est-ce qu'on a une manière de le substituer dans le collectif et dans l'animation du jeu pour pouvoir avoir une Belgique à la hauteur à l'Euro, Jordan ? Mais non, le problème, c'est que c'est pas possible déjà parce que ça reste comme des meilleurs joueurs du monde. Et en deuxième lieu, parce qu'on n'a jamais rien testé d'autres. Que ce soit sous... Il y a eu Trésor quand même. Ouais, oui, après, il a aussi tenté Trossard et Carrasco. Il a essayé Trossard, Carrasco. Pour moi, on aurait dû essayer autre chose dans ces deux matchs-ci. Trossard, on a bien vu qu'avec Carrasco, ça se matchait un peu dessus. Ça allait à gauche tous les deux, ça allait dans l'axe tous les deux en même temps. C'était assez bizarre. Moi, dommage, je trouve qu'on aurait pu tester De Ketelaar. Pas en vrai numéro 10, mais plus en faux numéro 9, à côté de Lukaku. Ça aurait été bien plus intéressant pour moi, surtout vu le début de saison qu'il fait. C'est pas comme s'il ne jouait plus du tout comme à Milan. Donc je pense que ça aurait été la bonne idée, au moins contre l'Estonie, parce que contre l'Azerbaïdjan, c'était se tirer une balle dans le pied. C'est suffisant ça, Mike Trésor, pour remplacer Kevin De Bruyne chez les Diables ? Je ne sais pas si c'est suffisant, parce qu'il manque encore d'expérience. Maintenant, je pense que c'est peut-être le profil le plus similaire, entre guillemets, à De Bruyne. Donc c'est peut-être lui qui va devoir au fur et à mesure le remplacer, parce que De Bruyne va commencer à avoir l'âge qu'il a aussi. On va parler de ses blessures aussi, donc voilà, il va falloir penser à un moment à qui va devoir le remplacer définitivement, parce que pour l'instant il faut trouver le substitut de De Bruyne, mais à un moment il ne faudra plus avoir un substitut, il faudra avoir un remplaçant, le mec qui va pouvoir faire comme lui. Mais est-ce qu'il y a un mec qui est capable de faire du Kevin De Bruyne comme Kevin De Bruyne ? Yari Verskaren ? Non. Oui, bon. Oui, Yari Verskaren quand il arrêtera d'être blessé, quand il fait 3 bons matchs. Enfin, ça, c'est un autre débat. Mais ce qui est intéressant, c'est d'abord, premièrement, d'analyser les performances de Mike Trésor à titre international. Tout le monde le voyait partir dans un grand club, etc. Au final, il finit à Burnley, un club qui va lutter contre la relégation en Première Ligue, et il faudrait s'attendre à ce qu'il soit le remplaçant d'un des meilleurs milieux de terrain du monde. C'est très compliqué. C'est pour ça que ma question, elle est plus collective. Comment est-ce que, Patrick, collectivement, on arrive à faire en sorte que Kevin De Bruyne ne soit pas la seule courroie de transmission et qu'on puisse avoir d'autres dangers pour pouvoir, à haut niveau, on parle de l'Euro, on ne parle pas des qualifications, parce que les qualifications, c'est 50% en moins en termes d'intensité et de niveau de jeu, avoir vraiment la possibilité de travailler et d'autres automatismes pourraient être dangereux dans le dernier tiers. Pour moi, tu es obligé de changer de formation totalement parce qu'il n'y a pas de numéro 10, il n'y a personne. Trésor, j'aime bien, Trossard, ok, respect, mais tu peux pas remplacer De Bruyne, donc tu es obligé de revoir ton milieu de terrain. Pour moi, en fait, il faudrait passer à un vrai milieu à 3. Un vrai 4-3-3 voilà. Avec une pointe basse. Alors. Voilà. Okay. Le problème, c'est cette pointe basse. Tu as Lavia qui est blessé, malheureusement. Vermeeren, c'est peut-être lui mettre beaucoup de pression que l'appeler, le mettre directement titulaire. C'est un peu trop tôt. C'est pour ça qu'en fait Tedesco il est un peu bloqué. Peut-être que lui aussi il a cette idée de faut peut-être changer mon système, mais changer pour mettre qui. Donc là je pense que là il est en train de dire je croise les doigts que De Bruyne il revient, donc il sera là on va dire pour les rassemblements de mars. Janvier 2024 il devrait faire son retour sur les terrains, c'est ce qui a été prévu janvier-février. Et donc là il enchaîne les points, qu'ils mettent le système avec un plot à la place de De Bruyne. Ok, c'est un plot, mais au moins les autres comprendront leur rôle. Et puis voilà, je pense, il est bloqué par le choix. Et si De Bruyne n'est pas là, moi je l'avais déjà dit, non je l'avais pas dit il y a 2 semaines, mais on en a déjà parlé un peu en off, je rêve de voir Tedesco tenter une attaque à 2, Lukaku, Openda. Voilà, ça fait partie d'une solution, on parlait de possibilités, c'est la question que je posais à Patrick. Lukaku n'a jamais été aussi fort, aussi
puissant que lorsqu'il a un 9 qui lui tourne autour. Et Openda, c'est le profil parfait pour lui tourner autour parce que Openda, c'est tout le temps un mec qui va chercher la profondeur. C'est tout le temps un mec qui va se retrouver très souvent face à face avec le gardien. Pour moi, s'il n'y a pas De Bruyne, il faut absolument tester ça. Absolument. Petite digression parce que, et je vais venir à toi justement, Jordan, parce que je pense que tu as aussi un avis assez clair sur Openda et ses performances avec les Diables Rouges. Les gars, qu'est-ce qu'a fait Domenico Tedesco avec Loïs Openda durant ce break international ? Je comprends pas. C'est incompréhensible. Comment est-ce qu'on peut d'abord, mentalement le faire passer devant Michy Batshuayi ? Derrière, effectivement, je suis tellement choqué par ce qu'il a fait que j'en perds mon français. Et puis après, je sais pas, le mettre comme ça en dernière minute, le faire entrer face à l'Estonie, sans véritablement plan de jeu, il doit courir à côté de De Ketelaere. Qu'est-ce qu'on fait avec Loïs Openda ? Est-ce que vraiment Tedesco gère bien le cas Loïs Openda en ce moment ? En fait, ce qui a été bizarre dans la façon de faire, c'est que déjà de base, il prend pas Batshuayi dans les premières sélections en disant même s'il jouait, il n'aurait pas été repris. Et puis au final, il le reprend, il le fait passer devant Openda. Et Openda, on a un peu l'impression que c'était le committee manager de l'Union belge pendant un moment. Il demande de venir au match, il demande qu'on achète des places, il joue pas. Enfin, c'était très bizarre. Alors que pour moi, c'est pas comme s'il était parti dans un choix que Tedesco n'acceptait pas, parce que c'est même lui qui lui a dit signe à Leipzig, tu verras, ça va aller, et il performe. Il marque qu'à tous les matchs. C'est ça, donc je comprends pas. Il est uniquement performant à tous les matchs. C'est ce que je veux dire, je comprends pas pourquoi il ne joue pas. C'est spécial. C'est très spécial et c'est peut-être aussi un premier point de désaccord qu'on peut avoir avec Domenico Tedesco, tout doucement. Hein. On sentait qu'au début, tout était beau, tout était rose. Je tente, est-ce que c'est peut-être pas parce que le profil de Batshuayi se rapproche un petit peu plus de celui de Lukaku et que du coup, il veut pour l'instant peut-être substituer Lukaku avec Batshuayi et attendre l'après-Euro pour définitivement écarter Batshuayi et commencer à faire la transition Lukaku-Openda. Est-ce que c'est peut-être pour ça ? Et qu'est-ce qu'on fait avec Lukaku ? Parce que Lukaku, je pense qu'il a été clair sur le fait que l'Euro serait sa dernière grande compétition. Il l'a dit dans la presse. C'est peut-être ça que Tedesco attend du coup. Oui, mais comment est-ce que tu fais pour reprendre la pression d'un Lukaku quand tu n'as même pas encore assumé un poste de titulaire ? Oui, après il va jouer Openda. Je pense pas qu'il va rester sur le banc 80 minutes à chaque match. Non, je suis pas sûr. J'espère, mais c'est sûr que... Beaucoup de privilèges quand même pour Romelu Lukaku, je trouve. Hein. Il y a beaucoup de privilèges, Patrick. D'abord, on lui donne le capitanat, puis maintenant on lui donne le numéro 10 face à l'Estonie. Comment ça peut m'énerver ça le numéro 10, en club, il l'avait déjà à Everton, donc moi, ça me choque pas. Moi, ce qui me dérange, c'est plutôt le changement. 9, 10, ça me dérange. Qu'ils prennent le numéro 10, à le donner à qui, le numéro 10 voilà. À partir du moment où De Bruyne, lui, il a son numéro 7, tu veux le donner à qui ? Tu vas le donner à Trossard, Carrasco. Voilà. Honnêtement, je préfère le donner à Lukaku. Moi, en fait, il performe. Le gars, il a marqué 95% des buts depuis que Tedesco est là. Voilà, c'est Lukaku, il donne pas, entre guillemets, s'il donnait... 74 buts en sélection pour Romelu Lukaku, comme ça, vous... C'est pas 76 maintenant ? 76 avec l'Estonie, c'est 76. Il en a mis 2 de plus. Ouais, t'imagines. Donc c'est pour ça qu'il a aussi tous ces privilèges. Autant que Pelé en sélection, voilà, comme ça vous le savez. Attends, Pelé là, attendez, j'ai reçu une notif, il m'a marqué 50. Non, mais c'est vrai que c'est un débat en tout cas très intéressant et je pense qu'il va tout doucement se perpétuer aussi dans l'émission. Ce problème de numéro 9 est récurrent et il va falloir vraiment trouver une solution. Jordan. Par contre, je me disais, puisqu'on parlait de l'après Lukaku, est-ce que aussi tous ces privilèges-là ne sont pas faits aussi pour essayer de le garder encore le plus longtemps possible, essayer de lui faire revenir sur sa décision ? Et puis, c'est tout bête, mais s'il arrête, pourquoi du coup on ne passe pas sur une attaque à 2 où on transmettrait un peu la pression au fur et à mesure ? On a tellement de profils différents en attaque, que ce soit De Ketelaere, Openda, même Lucky Bakio qui peut jouer devant dans une attaque à 2, etc. Pourquoi est-ce qu'on ne commencerait pas avec Lukaku, du coup, toujours titulaire, avec un type différent à chaque fois à côté de lui, pour que la pression arrive progressivement et qu'ils apprennent à jouer avec en tant que titulaire. Je trouverais ça bien plus intéressant que de mettre un Trossard qui fait un peu office de plot pour le moment et qui ne sert pas à grand-chose. Ouais, c'est ce qui me fait dire que Domenico Tedesco ne décide parfois pas de tout au sein de la fédération. Ouais. On en avait parlé lors du précédent épisode, notamment avec l'impact d'un Frankie Vercouteren avec qui il doit cohabiter, notamment au niveau des choix. Et ça fait partie aussi des questions qu'on pourra se poser. Clément, je t'ai vu faire la moue quand Jordan parlait. Tu voulais réagir par rapport à ce qu'il dit ? Ouais, je sais pas, non, ça reste dans cette idée qu'on devrait peut-être essayer un système à 2 pour que Lukaku garde de toute façon, je vais dire, son niveau, parce que voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, quand il est avec un autre attaquant à côté de lui,
Je l'ai vu, enfin, oui, de nouveau, on tourne le lundi. Donc hier, contre la Roma, avec la Roma, Avec Dybala. le duo avec Dybala, on a l'impression qu'ils jouent déjà ensemble depuis 2 ans. C'est exceptionnel. Ils arrivent bien à se trouver et tout. Enfin, voilà. Et je vois très bien Luis Openda dans le style Dybala. Bien Moi, sûr, bien sûr. Ça m'a l'air d'être tout à fait une évidence. C'est hyper intéressant. C'est des débats que vous retrouverez certainement les semaines prochaines, je le disais, dans le noyau dur. On va passer, bien sûr, à un homme qui nous plaît, qui a décidé de rester. Rester où ? Eh bien, vous allez le savoir tout de suite, puisqu'on parle de Bakayoko. Yohan Bakayoko a décidé de rester au PSV Eindhoven. Et messieurs, je vous pose une question très claire. Est-ce qu'il a eu raison de le faire, Jordan ? Oui. Il aurait pu partir avec toujours cette question de ce qu'il va jouer, etc. Mais à 90 €, rester au PSV, c'est la meilleure chose. La meilleure des solutions pour rester, pour peut-être s'imposer en tant que titulaire ? Justement, je vais revenir un peu par rapport justement à ce qu'on a dit il y a 2 semaines. On avait eu un petit peu la comparaison Doku-Openda. Est-ce que c'est pas trop tôt ou voilà. Bakayoko, il a une saison, on va dire, à peu près complète. Totalement complète. 6 Ouais, mois. en Eredivisie. 6 mois. Mais il a pas encore. 6 mois exceptionnels. Mais Ouais. il peut encore faire mieux au PSV. Alors que Openda, c'était toi qui l'avais dit, je crois. Openda, il avait atteint son maximum avec Lens, il pouvait pas faire mieux. La seule manière pour lui d'évoluer, c'était de partir. Bakayoko, il doit encore évoluer, il doit encore progresser. Et du coup, rester au PSV dans un club où il est déjà depuis un moment en jouant en Ligue des Champions, c'est le meilleur choix possible pour lui. Moi, j'ai eu peur, franchement, quand je voyais les tweets de... Vous connaissez Sacha, je sais pas si vous savez c'est qui. Voilà, les tweets comme quoi avec Brentford, j'ai eu peur. Je me suis dit, mais qui le conseille ? Mais qui le conseille ? Parce qu'il a 6 mois, parce qu'en gros, il y avait Rakpo et Madueke, d'abord, qui étaient titulaires. Puis en janvier, ils partent, ils lui font la place. Parce que lui, il joue quand même pas mal de matchs avec les jeunes du PSV. Et là, il s'impose, il enchaîne, il fait une très grosse demi-saison. Mais bon, ça reste une demi-saison. Ça reste l'Eredivisie quand même. On sait que il faut tout diviser par 2, entre guillemets. Donc ils prennent le temps. Là, le PSV, c'est une équipe avec Bose qui a l'air vraiment intéressante. Ils sont qualifiés pour la Ligue des Champions. Pourquoi aller partir à Brentford ? Brentford est une belle équipe, au demeurant, Oui. avec Thomas Frank. Ils avaient mis, donc en choix. fait, pour être précis, 35 millions d'euros plus 5 millions d'euros en bonus, ce qui a été refusé par Johan 2 heures ou 3 heures plus tard, je pense. Non, franchement, il a C'est fait le le meilleur bon choix. Et là, j'ai hâte de voir. En plus, le groupe est vraiment intéressant. En Ligue des Champions, Lens, Arsenal, Séville. C'est un groupe où il peut bien commencer son histoire européenne. Donc moi, j'ai hâte de voir. Bon choix. Assez ouvert, effectivement, ce groupe. Vous parlez de Lens, ça va être un match assez intéressant, notamment C'est Chouba. face à une équipe, mais une équipe qui justement est assez équilibrée. Je veux dire, le PSV et Lens, voilà, ça se tape, quoi. Pas en Même début de saison. Le début de saison de Lens, il est cata. Oui, non, mais je parle d'une manière générale. Ouais, Après, oui. s'ils sont obligés de perdre à domicile face à Metz pour montrer à quel point ils sont nuls, c'est pas mon problème. Quoi, tu vois ce que je veux dire. Mais effectivement, c'est intéressant. Ça démontre aussi quelque chose, ce choix de Yohan Bakayoko. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est la mentalité du gars. Ouais. C'est le côté fort mentalement pour pouvoir s'imposer et sortir encore une fois grandi. Je pense qu'ils sont actuellement en train de négocier une prolongation de contrat avec la direction du PSV Eindhoven. C'est une information qu'on peut vous donner dans le noyau dur. Voilà, ça devrait pouvoir s'officialiser, notamment dans les prochaines semaines. Ça travaille en tout cas vers une prolongation de contrat dans l'entourage de Yohan Bakayoko pour un objectif très clair. Sortir avec les honneurs, pourquoi pas avec un titre, pourquoi pas avec un titre, Ça joue bien. et jouer ces fameux, c'est quoi, c'est 4 matchs, c'est 6 matchs de Ligue des Champions, 6 matchs de Ligue des Champions, pour ensuite pouvoir encore hausser son niveau personnel avec l'Euro qui arrive en juin. Le côté mental, est-ce que ça aussi vous le prenez en compte dans votre analyse de qui doit être titulaire chez les Diables Rouges entre lui et Yohan et Dodi Lukebakio, Jordan ? Mais pour moi, déjà, savoir ce que la personne veut et si elle est stable, effectivement, ça prouve que elle va rester dans un club où le contexte est bon, où on pourra lui faire confiance et il va jouer chaque semaine. C'est hyper important. Lukebakio, quand il part à Séville, personne ne sait s'il va jouer, personne ne sait s'il va fonctionner. Bakayoko, il reste. Il sait qu'au PSV, ça va fonctionner, dans une équipe qui joue bien, qui a sorti des jeunes il y a quelques années. Absolument. On pense à Gakpo et à Simon aussi, qui est reparti, etc. Donc, Madueke. D'ailleurs, Sans Madueke, carré. je pense que c'est l'exemple qu'il fallait pas suivre. Madueke, il a fait confirme. 6 mois, un an, on va dire, au PSV. Il part direct en première ligue. il part à Chelsea. Voilà. Ouais, il parle dans un club dans lequel a signé Romeo Lavia. Voilà, Romeo Lavia blessé pour 1 mois et demi. Mais est-ce que c'est pas quand on voit le match de Chelsea, est-ce qu'il n'est pas gagnant sans jouer, honnêtement ?
Ah oui, à mon avis, Ouais. je pense que ça c'est Bah, une il gagne très des très points. bonne idée. Bah oui, ils gagnent des points sans jouer en fait, C'est ça. parce que c'est apathique Chelsea pour l'instant. Vraiment, le match contre Bournemouth. Oh. C'était catastrophique. Hein. Franchement, mais c'est terrible. C'est terrifiant en fait. Il bouge pas. Courage. D'ailleurs, il regagne en équipe nationale aussi. Quand on voit les performances de Tielemans, il joue pas et on se rend compte qu'il y a peut-être besoin de Lavia pour faire un milieu à 3 Ouais. et de pouvoir bench Tielemans. C'est quoi. vrai. Parfois les absents, on dit les absents toujours tard, mais peut-être. Attention, parce que depuis la fin de saison, il a enchaîné beaucoup de blessures, Bien sûr. Roméo. Il y a peut-être possiblement aussi une opération chirurgicale liée à sa déchirure musculaire. Donc, il pourrait y avoir un peu plus de temps, ne serait-ce qu'au niveau de la récupération aussi, pas tout de suite sur le terrain. Donc, on va être en fait dans les mêmes timings que pour Kevin De Bruyne, ouais. en fait, hein, chez les Diables Rouges. Ça aussi, c'est très intéressant parce que les matchs les plus importants qui vont vraiment compter ou nous montrer notre niveau seront là en octobre. Il y aura le match face à l'Autriche, il y aura le match face à la Suède. Et ils seront pas là. Et ils seront pas là. Ouais. Et ils seront pas là. Est-ce que ça vous inquiète, Clément? De Bruyne, oui, clairement. Lavia, non, parce qu'il n'a pas encore réellement joué. Il a 15 minutes contre la Suède, où il a pas vrai. C'est contre l'Allemagne, je sais plus c'est contre qui, mais voilà, il a joué que 15 minutes. Voilà, il n'a pas su montrer grand-chose. De Bruyne, fatalement, c'est ton capitaine, c'est ton meilleur joueur. Évidemment que son absence fait peur. Après, il y a un point à aller chercher quoi, sur les 2 matchs. Je crois que c'est 1 point et on est qualifié. Ouais, non. Ça t'inquiète pas, toi? Tu es serein, toi? Tu reprends les autres, t'es Ouais, tranquille. bon, moi, je suis T'as pas tranquille. de- Je t'as suis pas de juste là stress. pour là. En plus, donc, en fait, la phase qualificative, elle se termine en novembre, en fait, je pense déjà. Mhm. Je sais plus quand ça se Parce qu'on a joué termine, mais deux ouais, fois, ça on va- aura joué 2 ça fois va la être très Suède, vite 2 fois fini en fait. l'Autriche, 2 fois l'Estonie, 2 fois l'Azerbaïdjan. Donc en fait, là, il y aura quoi? Des matchs de mars, des matchs amicaux. Ouais, il y aura le match face à la Serbie, notamment dans ta Je pense que c'est ces matchs-là qui vont être le plus important en fait. Ce sera les matchs de mars où il faudra voir contre qui on joue déjà. Ouais. Et on va se retrouver dans la même configuration que celle de l'Allemagne, à jouer que des amicaux. Alors jusqu'en. Ça marche bien en Allemagne, non? Pardon? Ça marche bien en Allemagne. Ça marche très bien. Ouais, Depuis ouais. qu'on a viré Hansi Flick, on gagne contre l'équipe de France. C'est pas mal du côté de l'Allemagne. Hein. C'est toujours sympa. Non, Ils mais sont dans très une bonne intéressant. Tu Ils me sont dans disais une bonne série d'une victoire contre les vice-champions du monde, donc Bon, tout va bien en c'est Allemagne, je pense. Une série d'une victoire. Bah, c'est pas mal. C'est toujours de l'humour de monsieur Clément Je t'ai dit, Pierrat. c'est en freestyle, au moins là c'était pas écrit, donc. Voilà, et qui est joueur belge, bien sûr, un compte Twitter que vous devez absolument suivre. On passe tout de suite au club belge en Coupe d'Europe. Yes! Qui du KRC Genk, la Gantoise et le club de Bruges peut gagner l'UEFA Conference League cette saison? C'est la question auquel on va répondre maintenant avec nos amis. Je ne sais pas du tout vraiment quel est leur avis, mais moi j'ai le sentiment que c'est tout à fait possible. Je l'avais dit dans l'émission précédente, oui, nos Diables Rouges, nos clubs belges peuvent y arriver, absolument. Jordan, qu'en penses-tu? Mais moi, je vois bien la Gantoise. Parce que quand on voit le mercato qu'ils font quand même, réussir à garder Kuipers et Orban, bon, on ne sait pas jusqu'à quoi ils vont les garder, peut-être qu'en hiver ils seront partis, mais s'ils arrivent à garder ce noyau-là et cette équipe-là, je pense que ça peut faire quelque chose d'intéressant, surtout quand on voit leur groupe. On va regarder le groupe justement, on parle de ce groupe. Alors, le Maccabi Tel Aviv, une équipe bien connue du Standard parce qu'il a ramené quelques joueurs exceptionnels, tels Stipe Perika. Le FC Zorya Luhansk du côté de l'Ukraine, qui est quand même un club qui n'est pas facile à défier habituellement. Et puis, Breda Blik, qui est un club islandais. Bon, ça devrait passer assez logiquement. Ouais, si ça passe pas, c'est une faute professionnelle. Ouais, clairement. Surtout, oui. Pour la Gantoise, oui, quand on compare ne serait-ce que les effectifs et même... Oui, ce serait une faute professionnelle de ne pas passer ce groupe-là, quand même. Mais c'est intéressant parce que la Gantoise est quand même capable de faire, je ne sais pas ce que tu en penses, Patrick, le meilleur comme le pire, en fait. On ne sait pas sur quel pied danser parce que on a vu cette performance à OHL, la Gantoise n'était pas si impressionnante face au club de Bruges, par exemple. Sûr, on parle de l'OHL de Ricci, donc respect. C'est pas une Calmons-nous. Parce que certaines personnes ici ont dit qu'ils allaient descendre. Ok. Ouais. Je vois pas de qui tu parles. Je sais pas, c'est personne, mais non. Gand, moi, ils sont capables du meilleur. Il y a certains clubs, du Limbourg, qui sont capables juste du pire en Europe. Je dirais pas non, on va en parler peut-être après, mais non. Pour moi, ils ont tout en main pour passer les poules. Après, gagner doucement, parce que je pense qu'il doit y avoir des équipes peut-être comme Aston Villa qui sont dans la compétition. Bon, avec tout le respect que j'ai pour nos clubs belges, on n'est pas dans la même cour. Moi, ce qui me fait peur avec les clubs belges, c'est qu'ils sont tous capables du meilleur et ils sont tous capables du pire. C'est ça qui fait un peu peur. S'ils sont capables du meilleur, bien sûr qu'on peut viser... La victoire, c'est encore loin, mais il y a moyen d'aller chercher un petit quart de finale, voire même une demi. L'Union était pas loin l'année dernière. Ouais, il y a le côté imprévisible aussi. Quand ils sont dans leur meilleur jour...
Bah oui, on peut rêver. Et puis, on a bien vu en conférence, quand on a vu Anderlecht, s'ils ont fait l'année passée en championnat, et ce qu'ils faisaient en conférence, ils ont quand même réussi à aller en quart de finale. Quart de Ils finale. ont sorti Villarreal en Ils plus. ont sorti Villarreal, donc il y a quand même des choses à faire. Il y aura des équipes qui vont peut-être être en galère en championnat, qui vont mettre la conférence de côté, ou nous, on va peut-être du coup capitaliser là-dessus, pour récupérer des points UEFA aussi, donc c'est important. Très intéressant cette analyse. Tu parlais du KRC Genk. Oui. Bah, le KRC Genk, on va analyser un petit peu ce groupe qui est un peu considéré comme le groupe le plus compliqué pour les équipes belges, en tout cas en lice pour cette UEFA Conference League. Ferencváros du côté de la Hongrie, la Fiorentina, bien sûr. La Fiorentina très compliquée. Et puis le club de Čukariki. Tu peux répéter, j'ai pas bien compris. Le FK Čukariki. Non, Tu l'as là, bien dit ou pas? Ouais, je suis expert, du coup, c'est la prononciation. Non, c'est clair. Non, tu vas tous les week-ends en Serbie. Donc, non, Genk, en fait, c'est le groupe le plus compliqué parce que c'est Genk. Honnêtement, si c'était Bruges, j'aurais moins de doutes, parce que Bruges a aussi un groupe compliqué, on va l'aborder après. Mais là, la Fio, c'est les derniers finalistes. Hein. Là, ils ont gagné contre l'Atalanta, je pense, ce week-end, de l'Atalanta de Ketelaere. Donc, c'est une équipe, je vois pas Genk sur 2 matchs, peut-être chercher un nul à domicile, mais donc il faut viser la 2e place. Fenerbahçe, c'est ça? Ferencváros, club de Hongrie. Sami Mae. Ah, bah oui, mais oui, vrai, ne respectez Sami Mae, s'il vous plaît. Donc c'est une équipe qui était en Ligue des Champions il y a quelques années, je me souviens, face à la Juventus. Donc c'est une équipe qui a peut-être plus d'expérience européenne que ce Genk-là. Donc honnêtement, c'est triste à dire, mais s'ils sortent, je ne serais pas choqué. Moi, Alors, je peux juste rajouter un truc. Ça pique, ça. Je peux juste rajouter un truc. En fait, moi, ce qui me rassure plus pour Bruges que pour Genk, même si Bruges a quand même un groupe assez fort. On allait y venir à Bruges. On allait y venir, mais tu fais bien d'en parler parce que c'est véritablement le club que je vois gagner l'UEFA Conference League. En tout cas, si on doit parler des Belges, c'est beaucoup plus sûr. Je te laisse aller, Clément. En fait, oui, si on doit dire lequel des trois a le plus de chance, pour moi, ce serait Bruges aussi, même si pour Jordan, ce serait plus la Gantoise. Je pense que Bruges est quand même... ils ont l'expérience Ligue des Champions, pas tous les joueurs, mais c'est quand même un club qui, historiquement, a fait, je crois pas, 4 ou 5 Ligues des Champions de suite. Donc, ils savent ce que c'est d'être en Coupe d'Europe aussi. Ce qui me fait peur entre Genk et Bruges, même si les deux ont un groupe assez compliqué, c'est que Genk, ils ont 2 prétendants réellement à cette première et deuxième place avec eux. C'est la Fio et Ferencváros. Alors que Bruges, à part Beşiktaş, je pense que les 2 autres, ils sont quand même largement devant, tu vois. Donc, comme c'est les 2 premiers qui passent, j'ai plus peur pour Genk que pour Bruges. Alors, le club de Bruges sera donc avec Beşiktaş. Bien évidemment, ce sera le premier match du club à domicile face aux Turcs. Donc, tout de suite, une idée, une manière tu rentres aussi dans le bas directement. Quoi. Directement, ça va être hyper intéressant. Beu de Glimt et Lugano. Lugano est la pire équipe que j'ai vue contre un club belge. On les a vus face à l'Union, là en barrage d'Europa League. C'était d'une nullité assez incroyable. En plus, l'Union a pris leur meilleur attaquant qui est... Mohamed Amoura. Je connais son nom, mais c'est pas ce que je voulais dire, mais qui est... Enfin non, c'est jamais s'il veut venir dans l'émission. Non, pardon, excusez-moi. Mais voilà. Tu n'as pas aimé Mohamed Amoura, tu n'as pas aimé son match des dernières semaines. Visiblement, tu n'aimes pas Mohamed Amoura. Il n'aime pas Mohamed Amoura. Attention, la communauté algérienne va tomber dessus, je te le dis. C'est faux, j'adore. Riyad Mahrez est plus fort que Mohamed Salah d'ailleurs. Mais non, donc... T'as toujours cette capacité à te rattraper, toi. Il faut. Donc non, donc on était là pour Bruges. En plus, Beşiktaş, j'étais voir un peu leur effectif. Ils ont un attaquant, je sais pas si vous connaissez Vincent Boubacar. Ah oui, je connais, ouais. Attention, ça peut faire mal. Et quand je vois la défense de Bruges... Oui, pour moi, Bruges, en fait, ils sont à une blessure en défense de la catastrophe. C'est ça que j'ai un peu peur avec eux. Parce qu'ils ont une bonne défense, mais si t'as un des centrales qui se pète, c'est Boyata. C'est Boyata. Ça veut dire que vraiment, c'est une manière de dire c'est catastrophe. Donc, non, il a changé de nom, c'est pas et ce que puis je voulais il a dit dire. c'est Boyata. C'est exceptionnel et c'est tout à fait vrai. Je trouve que le club de Bruges, qui a cherché d'ailleurs à le vendre, ne devrait pas remettre toutes ses armes défensives sur un joueur dont on connaît les limites physiques. C'est quand même très très compliqué en effet. Le club qui a mis du temps puis qui finalement a décidé de ne pas recruter en fin de mercato alors qu'on s'attendait peut-être à l'arrivée d'un certain Colombien, Steven Alzate. Et finalement il est arrivé du côté du Standard pour le plus grand plaisir de Jordan Merlier ici. Je voulais revenir, en fait l'Europe nous déteste parce qu'en fait j'y pense, en fait toutes nos équipes enchaînent. T'as l'Antwerp qui fait Barça, t'as Genk qui fait la Fio, t'as Bruges qui fait Beşiktaş. Donc direct, première journée, il n'y a pas de... On rentre dans la compétition. Non, c'est la Coupe d'Europe. Ouais. La Coupe d'Europe, ça met tout de suite un level. Et ça montre aussi qu'aujourd'hui, la Belgique doit être prête et on doit tout de suite hausser notre niveau de jeu. Je trouve que c'est la meilleure des choses. D'ailleurs, en parlant d'une équipe qui doit élever son niveau de jeu, c'est le bonus du noyau dur. On parle de l'Antwerp Football Club.
Le Royal Antwerp Football Club peut-il sortir de sa phase de poule face notamment à des grandes équipes en Ligue des Champions? Ça, c'est une question qui m'intéresse énormément. Jordan, est-ce que tu penses, on va répéter, pour ceux qui ne le savaient pas, si vous ne le savez pas, dans le groupe de l'Antwerp, il y a FC Barcelone, FC Porto et Shakhtar Donetsk. Qu'en penses-tu, Jordan? Moi, je pense que ça va pas se décider sur comment eux vont jouer. C'est plus comment les équipes vont les aborder. Je pense qu'ils peuvent aller encore en Europa League, donc sortir des groupes et en Europa League. Parce que le Shakhtar, on sait que c'est toujours un peu en Europe, soit c'est une bonne saison, soit c'est une mauvaise saison. Il n'y a pas de entre deux entre guillemets. Mais par contre, je vois Porto et Barça. Premier, deuxième, donc ouais, troisième, je les vois bien aller en Europa League. Voilà, il y a un match très important. Le premier, c'était contre Le Barça. Le Barça, bien évidemment, le FC Barcelone. Un match aussi où, pourquoi pas, on s'attend à une surprise ou pas de ton côté, Clément? Au moment où l'émission sort, on a vu ce que ça a donné, donc pour l'instant, je ne sais pas te le dire. Ah oui, c'est vrai. J'espère que ça a été. Il n'est pas tombé dans le piège, le Clément, bravo. Maintenant, ça va être compliqué. Barcelone, ça a beau... Enfin, quoique j'allais dire, ça a beau pas très bien jouer, quoique ça s'améliore quand même. Ouais. Surtout avec l'arrivée de Cancelo. Et de Félix. Je vois mal l'Antwerp faire le miracle. Alors maintenant, on va tenter un défi. Faire dire du bien à Patrick du FC Barcelone. Let's go. Alors j'ai bien aimé là quand Xavi a gagné un match avec des champions dans sa carrière d'entraîneur. Il faut le dire. Non, pour être un peu plus sérieux, le groupe, il est dur sans être dur. Il aurait pu avoir pire, honnêtement. Là, ouais, l'Europa League, pour moi, ils doivent viser ça parce que Shakhtar, en plus d'être une équipe qui peut faire très bon ou du moins bon, on sait que politiquement ce qui se passe, je sais même pas les matchs, ils vont être, je pense que c'est plus en Pologne. Je me demande si c'est pas en Allemagne. C'est très compliqué en tout cas la situation. Donc, il n'y a plus de Brésiliens. Ils avaient la pépite la saison passée, Modric, qui est parti dans le club préféré de Clément et qui marche du tonnerre d'ailleurs. Ah ouais, il est trop fort. Donc voilà, Shakhtar, tu dois être capable pour moi d'être devant. Porto. Bon, le problème, c'est qu'on peut les avoir une fois avec Bruges la saison passée. Là, cette saison, je pense qu'ils vont quand même faire plus attention. Et en plus, c'est pas une équipe qui va jouer. Porto qui a gardé Mehdi Taremi. Oui, d'ailleurs. Ça reste un vrai buteur. Sur Twitter, je sais plus. Un journaliste là de Liège, je sais plus son nom. Donc voilà. Après Porto, en plus c'est une équipe un peu à la manière de l'Antwerp. C'est pas une équipe qui va, dans le jeu, ça va pas être incroyable. Porto, c'est pas Benfica avec Schmidt ou le Sporting Lisbonne qui peuvent être des équipes qui jouent au football. Porto, c'est, je pense, est-ce qu'ils jouent en 4-4-2, peut-être un 4-4-2 bien régulier, tout ça, bien. On gagne 1-0, 2-1, mais voilà, je pense que c'est pas une équipe pour l'Antwerp. T'as pas l'air. J'ai l'impression que tu manges un truc un peu amer là quand tu parles de ça. T'as pas l'air convaincu en fait. Non, en fait, l'équipe de l'Antwerp, c'est une équipe qui, en fait, pour moi, offensivement, ça manque de quelque chose. T'as Palikucha qui est un bon joueur, t'as Janssen. Je m'attendais pas à cette réaction de ta part. En parlant de l'Antwerp, pour être vraiment honnête, je savais pas que tu allais prendre justement cette tangente-là. Je pensais justement que tu allais avoir un peu plus d'enthousiasme, mais ça me fait plaisir parce que ça veut dire que t'es pas toujours hype. Parce que c'est souvent ça, c'est aussi une petite, j'ai envie de vous partager ce sentiment. On a parfois tendance à sentir qu'il y a certains comptes, notamment sur Twitter, etc., qui ont tendance à hyper pour le plaisir d'hyper. Et parfois, il faut simplement dire quand c'est mauvais que c'est mauvais, ou quand on a des doutes, il faut dire qu'on a des doutes. Je sais pas si vous partagez ce sentiment-là. Ouais, nous sur Joueur Belge, on s'est déjà fait tacler 2 ou 3 fois parce qu'on s'acharnait un peu sur Tielemans, sur Vertonghen et tout à l'époque de Martinez, mais c'était pas bon. Il faut dire quand ils sont pas bons. Là, c'est vrai qu'on abusait parfois un petit peu. On n'est pas éliminé pour le Ballon d'Or. Ah oui, c'est vrai. On n'est pas payé par la Pro League. Après, s'ils veulent nous payer pour vendre les clubs belges, moi ça me dérange pas, je prends. Honnêtement, j'adore l'argent. Mais honnêtement, j'aurais été plus enthousiaste si ça avait été l'Union. La façon de jouer de l'Union, je pense, pour l'Europe, elle aurait été peut-être plus, surtout pour ces équipes, parce que si l'Antwerp avait été dans un groupe, peut-être le groupe de Lens, Arsenal, c'est des équipes qui jouent. Et là, ça aurait pu être Antwerp méchant, on défend et puis on met un but un peu dracro à la dernière minute. Mais là, c'est des équipes, en fait, Porto, ils vont pas attaquer comme des fous, ils vont juste mettre leur but et puis ils vont jouer. À titre individuel, je trouve très intéressant de voir l'Antwerp Football Club en Ligue des Champions parce que ça va nous donner aussi des réponses sur le niveau réel de certains Diables Rouges.
Moi, je le ramène toujours à la Belgique parce qu'on est dans le noyau dur. C'est notre émission 100% belge, 100% digital, 100% radical. Donc, on doit pouvoir aussi avoir cette perspective tout de suite, une équipe nationale. Mandela Keita en Ligue des Champions, en termes de niveau, j'aimerais savoir ce qu'il vaut. Voilà, j'aimerais vraiment savoir est-ce qu'il est capable. Le duo Vermeeren-Keita va être intéressant à regarder. J'ai pas trop de doute sur le fait que Vermeeren va être au niveau Ligue des Champions. Je pense qu'il a ce potentiel-là. Mais par contre, Mandela Keita, j'aimerais savoir s'il peut faire ce qu'on appelle en italien il salto di qualità. Le côté, hop, j'ose mon niveau de jeu tout de suite. Est-ce que ça veut dire le saut de qualité, non? Oui, excellent. Yes. Keita, ouais, parce que non, honnêtement, moi je pense quand même que son jeu, je pense qu'il est fait pour dans ce genre de rencontre, il peut ressortir et on peut finir entre guillemets quand l'Inter prenne 3-4-0, on dise mais putain, Mandela Keita, il était bon quand même. Ouais. Parce qu'il a un jeu pour moi faire ça. Là, à l'Euro U21, c'était pas le même niveau, mais dans le sens où il était assez nouveau dans l'équipe, c'est pas un mec qui était forcément installé, mais je trouve que c'était le joueur qui est ressorti le plus, alors qu'il y avait des joueurs qui avaient plus, une ligne de CV, des lignes de CV plus importantes. Un Vranks, par exemple, quand je compare l'Euro des deux joueurs, Mandela Keita, je me dis, il y a quelque chose qui peut se passer. Je t'ai vu opiner du chef, Jordan. Sur ce que tu étais en train d'expliquer, notamment sur Mandela Keita, le niveau des Diables Rouges ou des jeunes futurs Diables Rouges. Non, mais c'est important parce qu'on sait qu'on a beaucoup de milieux de terrain qui sont à niveau, entre guillemets, en équipe nationale et qui sont à devenir. C'est justement par ce genre de compétition que des jeunes joueurs doivent performer pour se dire, nous aussi on est là. Certes, certains ont un peu plus d'avance sur nous, mais nous on arrive. Et donc, en pousser certains. Qui attends-tu le plus? Moi, je pense que c'est Vermeeren quand même. Vermeeren quand même, ouais. Vous pensez que le Barça attend le match retour pour le signer, là, dans les toilettes ou... D'ailleurs... j'ai peut-être une info à vous donner, parce que c'est vrai que je ne l'ai pas mis sur Twitter, mais c'est hyper intéressant. Deux clubs se sont concrètement positionnés avec des volontés de faire des offres donc, du côté de la Première Ligue. C'est un club qui voulait offrir 32 millions d'euros, et il y avait également le Borussia Dortmund qui voulait acheter en fait, Vermeeren pour ensuite le garder, le laisser en prêt une saison et puis ensuite pouvoir... un club de Première Ligue qui dépose plus de 30 millions sur un joueur de 18-19 ans. Je pense savoir qui c'est. Je ne dirais pas de nom, mais... Bien évidemment, ils sont en bleu. Mais tout bêtement, par contre, Xavi a dit en conférence de presse que il fallait respecter le champion de Belgique et que c'était très important de gagner contre eux parce que c'était déjà une grande équipe. Ouais, il connaît pas 3 joueurs. Voilà, il n'a pas regardé un seul match. Voilà, doucement. C'est Xavi. Mais non, en tout cas, Vermeeren, moi j'ai vraiment hâte de voir ça avec des champions. C'est un joueur, il est tellement intelligent, il a tout pour lui. C'est quoi son meilleur poste, Patrick? Bonne question. Là, tu me prends de court. Pourquoi? Ah non, je rigole. Non, franchement, je te dis la vérité parce qu'on peut très bien le mettre en regista, vrai numéro 6, Frankie de Jong, ou alors on peut le mettre un petit peu plus haut, à la Franck Kessié. Ouais, moi je l'aime bien dans un milieu à 2 parce que je trouve en fait ça montre un petit peu son côté où pas plus offensif parce que c'est pas un milieu offensif, mais par la passe où il peut faire des choses, il est un peu plus libre, alors que quand il est en 6 tout seul, c'est un peu ça le réduit. Et du coup, est-ce que ce serait pas lui pour remplacer Tielemans si jamais Moi, je pense que c'est le remplaçant tout désigné. Moi je dis à l'Euro, là je pense à chaque émission je vais dire un truc, j'ai dit Mourinho à la première émission. Vermeeren, Euro 2024, il est dans la liste. Vermeeren, Euro 2024, il est dans la liste. Je pense que c'est la meilleure manière de terminer cette émission. Mais juste avant, Clément voulait nous parler de joueurs qui ont gagné ou qui ont perdu des points lors du dernier break international. Il a voulu le faire, donc on va lui mettre cette responsabilité sur le dos. Okay. On va lui faire plaisir. Alors, qui a gagné ou perdu des points? On a une petite liste pour l'aider. Moi, tout juste seul, avant, c'est uniquement Clément. Les autres sont en vacances au moment où on se parle, donc il n'y a pas de souci. Ils peuvent tout à fait rentrer chez eux, aller boire un verre ou aller à leur autre émission, puisque Jordan est évidemment une star et a 150 émissions à gérer sur une journée. On parlait de Timothy Castagne. Gagnant ou perdant? Perdant. Loïs Openda, gagnant ou perdant? Malheureusement perdant, parce que Tedesco ne le fait pas bien, le fait pas jouer assez. Dodi Lukebakio, gagnant ou perdant? Plutôt gagnant dans le sens où Bakayoko n'a pas su se montrer, mais après, cadeau empoisonné pour Bakayoko qui a joué ce fameux match contre l'Azerbaïdjan. En un mot, s'il te plaît, merci. Charles qui était là, gagnant ou perdant? Gagnant. Gagnant. Aurel Mangala, gagnant ou perdant? Gagnant. Et enfin, parce qu'il va beaucoup en être question lors des prochaines semaines, et on va bien sûr pouvoir en parler encore et encore dans le noyau dur, Castells, gagnant ou perdant?
gagnant à 100%. Gagnant à 100% et certainement le titulaire à l'Euro 2024. Est-ce que je peux juste rajouter un petit mot sur Mangala ? Oui. Il gagne des points dans le sens où il a été très bon, lui, et il gagne encore plus de points dans le sens où Tielemans en a perdu énormément. Donc, je veux dire, il a gagné plus. Clément, merci. Avec Tu plaisir. as été exceptionnel, Comme fantastique. d'habitude. On t'a mis en difficulté, tu as répondu présent, c'est comme ça dans le noyau dur parce qu'on est aussi 100% radical. Merci Patrick. Merci à toi, Sacha. C'est exceptionnel. Sans Malik, t'as vu, ça s'est plutôt bien passé. C'est mieux, non? Jordan, t'es un amour d'être venu comme ça Merci à toi. à la rescousse, le sauveur. Alors vous ne le savez pas, mais effectivement, il est venu remplacer quelqu'un qui devait venir et qui nous a mis ce qu'on appelle une boîte en français. Et il était là, à l'heure, et il était là avant tout le monde. Cet homme est exceptionnel. Suivez-le sur Twitter, Jordan RSCL 7. Quant à nous, on se retrouve très rapidement, bien sûr, dans le noyau dur pour de nouveaux débats, de nouveaux argumentaires et pourquoi pas aussi, tout simplement, de nouvelles émotions. Voilà, à très vite. Salut, ciao. Salut tout le monde.